Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission d'Ontranouille, votre magazine parlementaire. Alors, qui dit nouveau président dit nouveau format. Nous avons aujourd'hui à nos côtés Thomas Brézot, président du Conseil national. Bonjour, président. Bonjour. Pour nous accompagner, la journaliste de Radio Monaco, Nathalie Michet. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Alors avant de débuter cette émission, je vous rappelle le contexte. Thomas Brézot a repris les rênes du Conseil national depuis début avril. Pour rappel, lors du dernier budget primitif qui s'était tenu en décembre dernier, selon vous, le contenu n'y était pas et vous avez donc accepté ce budget, mais sous certaines conditions, à savoir qu'une partie serait revue lors du budget rectificatif de printemps, avec une séance publique d'ailleurs qui se tiendra ce jeudi à 17h dans le grand hémicycle du Conseil national. Alors, Président, tout d'abord, comment vous sentez-vous ? Avez-vous complètement endossé le costume de président du Conseil national ou celui-ci est-il encore un petit peu trop étroit ou peut-être trop grand ? On essaie encore d'ajuster la veste, mais non, dès le lendemain de ma nomination en qualité de président du Conseil national, il a fallu se mettre au travail le plus rapidement possible. Nous avons immédiatement remis en place les process. J'ai procédé à la nomination de nouveaux chefs de cabinet aussi, qui est venu renforcer mon équipe. Et puis avec les élus, nous avons immédiatement travaillé sur les différents sujets d'actualité qui nous occupent et qui vont être évoqués lors de ce budget rectificatif de printemps. Mais non, dès que tout se passe bien pour le moment, on a retrouvé de la fluidité dans les échanges, on a retrouvé un dialogue avec le gouvernement, donc c'est plutôt positif pour le moment. Alors, vous parlez des élus, justement. Quelle est l'ambiance au Conseil national ? C'est tendu ou c'est serein ? C'est serein, l'ambiance est très bonne. Nous avons des bonnes réunions de travail. Nous arrivons à travailler correctement. On a remis de la fluidité, comme je le disais, dans nos échanges, dans nos discussions. J'ai instauré une sorte de transparence dans les différents sujets qui nous occupent. Et également de la collégialité dans les décisions et dans les prises de décision. Donc j'essaie de faire participer le maximum d'élus à toute prise de décision qui nous intéresse et qui intéresse le Conseil national et la principauté de manière générale. Thomas Brézot, vous avez pris l'habitude de déjeuner une fois par mois avec le ministre d'État Pierre Dartout afin de fluidifier les relations avec le gouvernement. Est-ce que ça fonctionne et est-ce que vous avez déjà envoyé une invitation à Didier Guillaume ? Alors nous avons déjà tenu deux déjeuners avec le ministre d'État actuel, Pierre Dartout. Il y en a un troisième qui est prévu le mois prochain. Didier Guillaume arrivera le 2 septembre prochain. Pour le moment, c'est le ministre d'État, Pierre Dartout, qui est encore en poste jusqu'à la fin du mois d'août, il me semble. Donc nous continuerons les travaux avec ce dernier. Mais j'essaierai effectivement d'instaurer les mêmes méthodes de travail avec Didier Guillaume. On a la chance d'avoir un sénateur, il a été 10 ans au Sénat, vice-président de cette Assemblée, donc je pense que c'est quelqu'un qui connaît le débat parlementaire, et en tout cas les échanges que l'on peut avoir, le type d'échange qu'on peut avoir au sein du Conseil national. Donc je ne doute pas qu'il y aura un dialogue qui sera instauré. Alors, ce ne sera peut-être pas des déjeuners, je ne sais pas encore, mais on trouvera bien évidemment la solution pour continuer à discuter régulièrement, parce qu'il le faut et c'est dans l'intérêt général. Vous anticipez un changement de style en raison de son profil ? En ce qui me concerne, non. Après, on s'adaptera à la personnalité de Didier Guillaume, mais je ne pense pas qu'il y ait de difficultés de ce point de vue-là. On va venir au dossier qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est celui du budget. Le Conseil national a fixé plusieurs clauses planchers, plusieurs priorités. On y reviendra plus en détail dans quelques minutes. Alors l'idée en tout cas, c'est que le Conseil national a prévenu qu'il ne voterait pas ce budget rectificatif si jamais le gouvernement ne tient pas ses engagements sur ces dossiers prioritaires. Dans l'absolu, est-ce que c'est vraiment la seule manière de procéder, cette méthode de l'ultimatum ? À un moment donné, je pense que lorsque les sujets n'avancent plus, lorsqu'il y a des promesses qui sont faites qui ne sont pas tenues, je pense qu'il faut employer une méthode un peu plus forte. Ce n'est pas forcément une question d'ultimatum, c'est une question simplement de décision, d'obtenir des décisions du gouvernement qui soient conformes à l'intérêt de Monaco et des Monégasques. Si ces décisions ne sont pas prises, à un moment donné, il faut qu'on utilise l'arme qui est la nôtre, à savoir le vote du budget. Donc, en l'occurrence, lors du vote du budget primitif 2024, nous avions obtenu, c'est ce qui avait motivé en grande partie le vote positif des élus, qu'un budget rectificatif se tienne au printemps pour la première fois. C'est pas une chose habituelle
qu'il y ait un budget primitif, budget rectificatif au mois de juin, avec 3 éléments qui devaient être annoncés. Un projet de restructuration du centre commercial de Fontvieille, une opération domaniale intermédiaire et un aspect plus technique qui concerne le budget et la mise en conformité du plan triennal d'équipement. Ce point-là étant plus technique que politique, mais nécessaire pour une meilleure compréhension des lignes budgétaires par les élus. Avant de rentrer en détail dans ce premier budget rectificatif, Président, je vous propose d'écouter Christophe Bricot. Il nous parle de l'importance du budget qui, vous allez le voir, n'est pas que comptable, mais qui nous concerne tous. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le budget, ça concerne tout le monde. On a souvent tendance à voir ça comme quelque chose d'un peu technique, d'un peu aride, d'un peu plein de chiffres. Mais en réalité, ça concerne, et en particulier les monégasques, puisque, les débats budgétaires sont les seuls moments où il y a des débats de fond entre le gouvernement et le Conseil national sur l'intégralité des politiques publiques, c'est-à-dire le logement, l'éducation, la santé, la sécurité, les seniors, tous ces sujets-là. C'est au travers des lois de budget qu'on en débat avec le gouvernement. Et ensuite, parce que c'est aussi à ce moment-là qu'on fait les arbitrages. À un moment donné, quand en particulier on va devoir être un peu plus attentif à nos dépenses parce que les recettes risquent d'être un peu moins importantes qu'elles ne l'ont été, il va falloir faire des arbitrages. Et il est clair, par exemple, pour le Conseil national, qu'un sujet comme le logement est un sujet prioritaire. Pas certain que ce soit la même chose pour le gouvernement. En tout cas, pour l'instant, moi, j'en suis pas convaincu. Donc, évidemment, il y a un certain nombre de pratiques qui ne nous semblaient pas conformes aux règles. Il y a un certain nombre de termes qui sont sujets à interprétation entre nos deux institutions. Et un des travaux de la commission que j'ai l'honneur de présider est justement de proposer une nouvelle loi de budget qui devrait permettre de clarifier tout cela et obtenir une loi qui n'ait ni d'interprétation divergente, ni la possibilité d'y déroger. Alors nous venons d'entendre Président Christophe Bricot, qui est assez pessimiste, voire même très critique. Il nous parle à titre d'exemple du sujet du logement, un dossier prioritaire pour le Conseil national. Des engagements avaient été pris. Aujourd'hui, on en est où avec le logement ? Alors, il faut savoir que le logement, la politique du logement s'appuie sur le plan national logement qui a été annoncé par le souverain, si je ne me trompe pas, en 2019, au début de l'année 2019, en raison de la crise institutionnelle qui se profilait et la pénurie de logement à laquelle Monaco faisait face. Nous avions obtenu donc l'annonce de ce plan logement avec un certain nombre d'appartements qui devaient être construits, certains appartements du secteur domanial qui devaient être construits pour pouvoir loger convenablement les monégasques en principauté de Monaco. Or, on s'aperçoit qu'au fil du temps, il y a plusieurs opérations qui ont été annulées, qui ont été retardées, et de ce fait, le plan national logement tel qu'il avait été annoncé a pris un certain retard. Pour combler ce retard, nous avions obtenu l'annonce par le gouvernement lors du budget primitif 2024 de la réalisation d'une opération domaniale intermédiaire qui devait se profiler avec une livraison prévue autour de l'année 2027. Et cette opération devait concerner une 60aine de logements et nous attendons donc effectivement cette annonce. Or, lors d'une commission plénière d'études, d'une réunion qui a eu lieu il y a quelques jours au sein du Conseil national entre le gouvernement et les élus, le ministre d'État nous a annoncé qu'il n'avait aucun projet à nous présenter mais qu'il continuait encore à y travailler. Donc c'est effectivement une question prioritaire. Nous attendons des réponses. Nous avons jusqu'à jeudi 20 juin prochain pour attendre éventuellement une solution qui n'arrive pas et qui n'a toujours pas été présentée aux élus à l'heure actuelle. Une 60aine de logements, pour cette raison-là, vous pourriez ne pas voter le budget ? C'est possible. Il y a 3 points d'accord sur le budget. Il y a 3 promesses qui ont été faites par le gouvernement, dont celle sur le logement. Le logement étant prioritaire pour le Conseil national. Question de priorité nationale, on va dire, sur ce sujet. Et donc, il est essentiel qu'effectivement, le gouvernement respecte les engagements qui ont été annoncés dès l'annonce du plan national logement ou pour rattraper les retards qui ont été accumulés ou les opérations qui ont été annulées. Alors, le logement est une priorité, vous le dites. Est-ce qu'il n'y a que la quantité qui compte ? Est-ce que pour les procédures d'attribution, les délais d'attribution, voire les échanges d'appartements, tout va bien, il n'y a rien à changer ?
il y a eu des améliorations qui ont été apportées au fil du temps et jusqu'à présent, mais nous avons, dans le cadre de la campagne pour les élections de 2023, proposé la création d'une agence domaniale, donc une sorte d'agence immobilière qui s'occuperait uniquement des appartements du domaine pour faciliter les échanges, pour modifier quelque peu les conditions d'organisation des commissions d'attribution des logements domaniaux et pour permettre une fluidité aussi dans les échanges entre les locataires des appartements domaniaux et les services de l'État. Parlons à présent d'un autre grand dossier, celui du centre commercial de Fontvieille. Alors, ça fait des années que l'on en entend parler. On ne sait toujours pas. Alors, il va être remplacé, détruit, reconstruit. Enfin, le projet a-t-il été abandonné ? Abandonné, non, mais effectivement, il y a un projet ambitieux qui a été présenté en grande pompe en Principauté de Monaco, un projet flamboyant dans lequel on nous vendait tous les mérites de ce centre commercial. Et lors du budget rectificatif 2023, nous avons appris sur le siège que ce projet ne se ferait plus. Alors, au détriment de notre projet, mais que nous ne connaissons pas à l'heure actuelle, qui va nous être présenté dans les jours qui viennent. Mais effectivement, une nouvelle annonce sur un projet de centre commercial doit nous être effectuée avant les séances du budget rectificatif. Il reste encore quelques heures. Et nous espérons avoir le résultat des études, le résultat de la conception de ce nouveau projet qui soit à la hauteur de nos attentes, c'est-à-dire un centre commercial qui est ambitieux, qui puisse contenir un certain nombre de boutiques, mais également une offre commerciale autre que celle du commerce de détail, avec une offre de restauration, un cinéma de dernière génération, un centre une partie multi-activité notamment pour que les familles puissent y rendre. Mais avant tout, c'est surtout le centre commercial doit être un projet ambitieux et un investissement rentable pour la Principauté de Monaco. C'est un des investissements qui permet de rapporter des recettes pour l'État. Donc effectivement, à mon sens, il ne faut pas lésiner sur ce projet. Il faut prendre le projet, il faudra choisir le projet le plus ambitieux pour la Principauté de Monaco. Pour vous, il aurait donc fallu maintenir le projet initial grandiose, disiez-vous, qui avait été présenté il y a quelques années ? Alors vraisemblablement, ce projet, la réalisation de ce projet comportait certaines difficultés, et notamment en termes de circulation, où la voie de circulation de sortie de Fontvieille, le boulevard Albert II qui nous conduit sous les tunnels en direction du port, aurait dû être fermée à la circulation, qui n'était pas non plus concevable en termes de mobilité, qui est un autre sujet important pour la Principauté de Monaco. Mais il y avait également des problématiques de réalisation au niveau de la structure, de ce que j'ai compris. Et donc, effectivement, on peut comprendre que ce ait été revu pour pouvoir effectivement correspondre à des caractéristiques et ne pas entraîner des travaux qui sont surdimensionnés non plus par rapport à l'objectif poursuivi. Donc, il y a effectivement un équilibre à trouver de ce point de vue-là, mais il y a la nécessité de garder une certaine ambition, une certaine audace dans la réalisation de ce projet. Et vous voulez toujours qu'il y ait des logements domaniaux dans cette structure ? Si la réalisation du projet permet de maintenir les logements domaniaux au sein de sa structure, bien évidemment, on va pas rechigner sur la question et on ne va pas refuser la réalisation de logements domaniaux supplémentaires. Mais ce n'est pas indispensable. Mais on préférera effectivement soutenir et défendre la cause commerciale plutôt que le logement si ça devait porter atteinte à la réalisation du projet. Mais bien évidemment, si on serait favorable au maintien du logement si la conception du nouveau projet le permettrait. Alors, vous parlez de circulation et de mobilité. Charles Leclerc, il faut 1 minute 30 pour faire le tour de la Principauté. Nous, aux heures de pointe, il faut compter en moyenne 1h30. Et encore, je suis gentille. Quand est-ce qu'on va pouvoir enfin circuler librement à Monaco ? Alors déjà, si je ne m'abuse, c'était 1 minute 11 pour Charles Leclerc aux essais qualificatifs. Donc voilà, il faut quand même le féliciter pour la performance qu'il a réalisée. Féliciter également l'Automobile Club de Monaco pour la réalisation de ce beau week-end qu'on a eu en Principauté de Monaco et qui permet effectivement une circulation fluide. Donc comme quoi on peut y arriver à un certain moment. Mais non, effectivement, il y a un plan mobilité qui nous a été présenté récemment qui n'apporte pas vraiment de solution. Donc il y a encore des progrès à faire de ce point de vue-là. Il y a des solutions à trouver. Alors on parle du métro, mais quoi qu'il en soit, si des études sont lancées, ce n'est pas un projet qui se réalisera avant une quinzaine d'années. Donc
il faut trouver des solutions immédiates. Et à mon sens, ça passe par une multitude de petites solutions qui permettront de faciliter, de fluidifier le trafic en Principauté de Monaco. Donc j'ai pu rencontrer dans le cours des dernières semaines les maires des communes limitrophes, que sont Cap d'Aille, Beau-Soleil, Roquebrune et La Turbie, avec lesquels j'ai pu échanger. Nous avons prévu et nous avons convenu de tenir une réunion de travail dès le mois de juillet pour pouvoir nous entretenir sur des solutions qui doivent être mises en œuvre de manière commune, ensemble avec ces communes. La circulation ne se limite pas seulement aux frontières de la Principauté de Monaco. Donc ça passe par la création de parkings de dissuasion, notamment près de la gare de Roquebrune-Cap-Martin. Il y a le sujet de la trémie aussi qui doit être relancé au niveau de l'entrée Cap d'Aille et de la descente. Ça en est où, cette trémie, d'après vos informations? Il y a un permis de construire, je crois, qui avait été accordé pour la réalisation de ce projet et qui avait été attaqué par le maire de Cap d'Aille. Donc je me suis entretenu avec ce dernier pour trouver des solutions pour que nous puissions effectivement relancer ce projet dans les plus brefs délais, sans attendre forcément l'issue d'une procédure judiciaire, et donc trouver des solutions dans la discussion et dans le compromis entre les autorités monégasques et la mairie de Cap d'Aille, ce qui me semble somme toute logique. C'est bien évidemment un dialogue qui doit être favorisé plutôt que ce genre de procédures qui peuvent être longues et qui retardent finalement la réalisation de solutions qui pourraient, mises bout à bout, faciliter la circulation aux abords de la Principauté de Monaco et donc faciliter l'attractivité. Alors c'est pas le seul sujet, il y a le logement également des actifs qui a été évoqué avec les maires des communes limitrophes, mais on continuera à travailler sur ce sujet. Pour moi, c'était un point important du début de ma prise de fonction, d'élargir le champ des possibles et d'aller un petit peu au-delà des frontières de la Principauté de Monaco. On va continuer avec les maires des autres communes alentours pour essayer de trouver des solutions pratiques, mais en tout cas immédiates, sans avoir à attendre un métro qui verra peut-être le jour ou qui ne le verra peut-être pas dans plusieurs années. Vous êtes favorable à l'instauration d'un péage urbain à l'entrée de Monaco ? Si on peut l'éviter, tant mieux. Mais si à un moment donné, le nombre de véhicules qui entrent en Principauté de Monaco ne fait qu'augmenter et qu'il n'y a pas d'autre solution... Et les travailleurs pendulaires ? Il faudra voir effectivement. Après, ça dépend de l'offre de parking qui est mise en place en contrepartie de ce péage urbain. Donc, il faudra voir qui est-ce qui est limité. Peut-être les touristes dans un premier temps ou les personnes qui sont hors du département. Et puis après, limiter autant que possible l'afflux de véhicules et qui pourraient utiliser d'autres moyens de transport ou en Principauté de Monaco au profit des gens qui y résident et qui y travaillent régulièrement. Et le métro, vous n'en faites pas une priorité puisque vous estimez que ça prendra trop de temps. La navette maritime qui aussi s'en va et revient sans cesse, est-ce qu'elle est toujours dans la zone ou pas du tout ? J'ai pas dit que je ne faisais pas du métro une priorité. Nous, ce qu'on a demandé au gouvernement, c'est que les études sur la faisabilité du métro soient lancées. Mais quoi qu'il en soit, le temps de réalisation de ces études, le temps de réalisation du projet, c'est pas un projet qui verra le jour avant une quinzaine d'années, à mon avis. Donc la navette maritime, je sais que des études sont toujours en cours. Toutes les solutions sont bonnes à prendre. Il y a des discussions également avec la SNCF sur le réseau ferroviaire qui devrait être amélioré. Donc nous attendons l'ensemble de ces mesures, que ces mesures soient enfin mises en œuvre pour avoir des effets au niveau de la mobilité en Principauté de Monaco. Il s'agit là des grands dossiers de ce budget, mais n'oublions pas que le 27 aura lieu une séance législative. Alors, vous allez le voir, 4 femmes, 3 projets, une proposition de loi. Écoutez les rapporteurs concernés. Le droit à l'oubli, c'est un texte humain et protecteur qui va garantir aux personnes qui ont souffert de maladies graves et durables de pouvoir avoir accès à des assurances sans surprime ou surtout de ne pas avoir s'opposer des refus à l'assurance. Dans les sociétés actuelles, nous avons vu une recrudescence des maladies et donc nous avons de plus en plus de personnes qui sont concernées par ces pathologies et qui voient finalement leur projet de vie complètement anéanti. Et c'est pour cela que les élus du Conseil national avaient dans un premier temps voulu agir pour pouvoir permettre à ces personnes d'avoir un avenir. Il est facile de constater à Monaco qu'il y a eu énormément de recrudescence de personnes qui ont eu à souffrir de maladies longues, de pathologies plutôt graves. Et donc, de plus en plus de personnes sont concernées par cette
par le dispositif inclus par ce projet de loi. Maintenant, je dois quand même dire que nos organismes, nos établissements bancaires comme nos assurances sont liés déjà souvent à des grandes maisons en France et donc déjà appliqué la Convention AERAS, mais pas tous. Donc c'est pour ça qu'en mettant cela dans un projet de loi, nous allons pouvoir graver cela dans le marbre. Les élus de cette mandature ont souhaité mettre en place une commission qui, dans sa composition plénière, comprendra des représentants des associations de malades de la principauté. Donc, et ça, c'est une garantie supplémentaire, c'est quelque chose vraiment qui nous tenait à cœur, que ces représentants des malades puissent participer à l'élaboration de tout ce qui est règlement et ordonnances souveraines qui pourraient suivre en application de ce projet de loi. De même, nous avons aussi demandé à ce que figurent aussi des médecins régulièrement inscrits ou ayant été inscrits à l'Ordre des médecins de Monaco pour garantir vraiment que quelque chose se passe au niveau de Monaco. Le droit à l'oubli est une grande avancée sociale. C'est une lutte contre les discriminations, c'est un mécanisme pour la lutte contre les discriminations. C'est un texte protecteur et je crois que c'est bien pour Monaco d'avoir un texte qui s'occupe des personnes vulnérables ou rendues vulnérables par la maladie. Ce projet de loi est issu de la transformation d'une proposition de loi qui était donc à l'initiative du Conseil national et je suis heureuse de pouvoir rapporter un texte humain et protecteur. Alors tout d'abord, la loi, il s'agit de la couverture médicale subsidiaire. Cette couverture médicale subsidiaire va concerner toutes les personnes qui n'ont pas d'assurance, qui ne relèvent pas d'assurance comme les caisses d'assurance maladie, la SPME, l'assurance privée ou encore une caisse étrangère. Et ça permet d'avoir une couverture pour les soins de base. C'est-à-dire qu'elle ne va pas couvrir l'accident du travail, par exemple, la maternité, le décès, l'invalidité et je crois aussi les maladies professionnelles. Donc c'est vraiment pour que toutes les personnes qui résident à Monaco ou qui sont à Monégasque puissent avoir une prise en charge de tous les soins de base. Alors les critères, c'est tout d'abord de ne pas relever d'une caisse, qu'elle soit une caisse de sécurité sociale ou une assurance privée, de ne pas relever de l'aide médicale de l'État qui, elle, est gratuite, et d'avoir obtenu 3 refus des assurances privées de la Principauté de Monaco. Alors, il y a une minorité quand même de personnes qui sont concernées. Toutefois, ça peut concerner, par exemple, une personne âgée qui vit à Monaco et qui ne peut pas avoir une assurance privée du fait justement de l'âge, de la dépendance qui est liée à l'âge ou des pathologies qui sont inhérentes aussi. Et donc, ils peuvent bien sûr souscrire à cette couverture médicale subsidiaire. C'est vraiment une avancée sociale, mais c'est aussi faire des soins de santé une réalité pour les Monégasques et les résidents de Monaco. C'est important. Alors oui, déjà, qu'est-ce qu'un marchand de biens ? Un marchand de biens, donc c'est un professionnel qui achète et qui vend des biens immobiliers dans le but de réaliser une plus-value. Il faut savoir qu'en Principauté de Monaco, les marchands de biens ne dépendent d'aucune réglementation, n'ont aucun statut comme peuvent l'avoir des agences immobilières. De ce fait, les élus du Conseil national ont effectué une proposition de loi numéro 252 en 2019 qui a été du coup transformée aujourd'hui en projet de loi afin d'encadrer l'activité des marchands de biens. Le but est donc de faire une nouvelle profession réglementée surtout à la vue de la multitude de personnes qui exercent cette activité et afin d'éviter toute spéculation immobilière qui peut en résulter. On a créé un dispositif qui intègre plusieurs conditions. La première, déjà, c'est de définir le marchand de biens. Qu'est-ce qu'un marchand de biens ? De déterminer les conditions d'accès et d'exercer. Ensuite, de déposer un cadre législatif en prenant en considération les particularités et également les besoins du marché immobilier. Nous avons aussi fixé un régime fiscal qui lui est applicable et également détaillé les peines administratives et pénales qui peuvent en découler lors d'une non-méconnaissance des dispositifs du texte de loi. Pour un ressortissant monégasque, il suffit d'effectuer une simple déclaration. Pour les ressortissants étrangers habitant à Monaco, nous avons du coup effectué une demande d'autorisation. Cela va permettre du coup
de resserrer le marché aux résidents de la principauté, ça c'était le premier point. Ensuite, nous avons également demandé, on a mis une obligation pour les professionnels des marchands de biens de normer, de refaire une mise aux normes énergétiques et électriques qui va du coup dans la continuité pour la préservation de l'environnement et surtout pour la sécurité des particuliers. Et en troisième lieu, on a du coup modifié donc le régime fiscal. Il faut savoir qu'un marchand de biens aujourd'hui était en exonération totale des droits d'enregistrement, où aujourd'hui se verra ce droit que partiellement afin d'avoir des recettes pour le budget de l'État. Le Conseil national et notamment la Commission de l'égalité et de la famille sont en train de travailler sur un texte très important pour la famille et notamment pour les enfants. Il s'agit d'un texte qui a pour objet de permettre de fixer une résidence alternée sans l'accord des deux parents. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour pouvoir fixer une résidence alternée, c'est-à-dire permettre aux deux parents de disposer d'un temps équivalent avec leurs enfants, en cas de séparation bien sûr, le juge doit recueillir l'accord des deux parents. Si un d'eux s'y oppose, c'est impossible. Or, parfois, il est dans l'intérêt des enfants d'avoir recours à ce mode de résidence, même si les parents s'y opposent. Les élus sont tout à fait unanimes sur ce sujet. Nous avons eu quelques discussions relatives à la possibilité d'en faire un droit automatique, c'est-à-dire l'idée d'automatiquement fixer une résidence alternée et le juge, par défaut, aurait pu prendre une autre option. Mais cette idée a été finalement écartée car elle ne préservait pas suffisamment l'intérêt des enfants. Il y a autant de situations que d'enfants. Et parfois, un enfant ne s'adapte pas à la résidence alternée, même si ses parents sont d'accord ou quand bien même ce serait un mode de garde par défaut. Les juges étaient tout à fait demandeurs de cette mesure, notamment le juge tutélaire qui s'occupe de ce genre de cas actuellement, dans la mesure où le juge est quelque part le garant de l'intérêt supérieur des enfants. C'est lui qui doit rechercher dans ses décisions quel est l'intérêt supérieur des enfants. Et lorsqu'il estimait que cet intérêt supérieur était cohérent avec un mode de résidence alternée et qu'un des parents s'y opposait, il ne pouvait pas l'ordonner. Il avait à un moment donné trouvé une solution médiane qui consistait à fixer la résidence auprès d'un parent et un droit de visite de l'autre de la moitié du temps. Mais cette décision a été cassée devant la juridiction supérieure qui a estimé que c'était un contournement de la loi. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui obligés de modifier ce texte. Une nouvelle fois, les élus font preuve de modernité et de volonté d'évolution en matière de droit de société et de droit de la famille, sachant que malheureusement, le nombre de divorces, vous le savez, est en augmentation constante et que ce genre de solution est à même d'aider un certain nombre de nos compatriotes et de nos résidents. Nous venons donc d'entendre les textes qui seront abordés le 27. Nathalie, est-ce que vous auriez une dernière question ? Thomas Brezo, on ne peut pas vous laisser partir sans aborder le dossier Monival, puisque la principauté sera bientôt fixée. Monaco va-t-elle entrer sur liste grise ? Vous en pensez quoi ? Alors, du point de vue du Conseil national, tout le travail a été fait, tout le travail a été mis en œuvre pour permettre d'obtenir la conformité de la législation monégasque avec les recommandations internationales en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme. C'est l'effectivité qui doit être jugée maintenant et une réunion aura lieu à Singapour la dernière semaine du mois de juin et c'est là que la décision sera prise sur le placement de la principauté de Monaco sur liste grise ou non. On peut à l'heure actuelle effectivement craindre le placement de la principauté sur liste grise. À mon sens, il faut même l'anticiper pour pouvoir justement derrière commencer à mettre en œuvre les travaux pour en sortir le plus rapidement possible, si ça devait être le cas. Mais à mon sens, il faut quand même relativiser. Il y a des difficultés qui seront créées au niveau des finances, au niveau des règlements à l'international. Mais n'oublions pas que être placé sur liste grise, c'est faire partie des pays qui coopèrent avec les instances internationales pour améliorer leurs dispositifs anti-blanchiment. Ce ne serait pas si grave. Il y a plusieurs niveaux de gris. J'avais dit récemment qu'il y a 50 nuances de gris. Donc, espérons que ce soit le gris le plus clair possible et que nous restions le moins de temps possible sur cette liste grise si nous devions y être placés. Faudra-t-il rechercher des responsables si jamais Monaco entre sur liste grise ?
ça ne servait pas à grand-chose, à mon sens, de trouver un responsable. C'est une responsabilité collective. Il faudra l'assumer et justement trouver des solutions pour en sortir le plus rapidement possible. On va rester avec cette note positive, Président. C'est ainsi que se referme ce magazine parlementaire. Merci Thomas Brezzo d'avoir été à mes côtés pour vos éclairages. Merci également à Nathalie Michet. Merci à vous. Nous nous retrouvons donc le jeudi 20 juin à 17h pour la séance de budget rectificatif de printemps. Et merci à vous de nous avoir suivis.